Cette semaine, à Radio Bidon, on fait le point sur l'ouverture des sentiers de vélo de montagne avec Emmanuel Moisan. Puis ça, c'est vrai pour Bas-du-Nord, puis c'est vrai partout ailleurs. Là. Achetez vos droits d'accès. Ouais. Ça encourage le développement de notre sport puis des réseaux de sentiers. On discute des changements apportés aux abonnements à l'application Strava. Il y a des gens qui détestent profondément Strava, dont un groupe qui popule l'Internet qui s'appelle Strava Terroriste. Ah oui? Comme les conspirationnistes, cherchez-les, vous le trouverez. Ils sont assez comiques. Et on entreprend une discussion de taverne à propos du possible transfert de Chris Froome. Est-ce qu'ils vont aligner les 3 champions du Tour de France sur leur équipe ou C'est ce qui est au se programme. permettre de ne pas aligner Froome? Non, je pense T'as pas le choix, je pense. Non, ils n'ont pas le choix. Pas le choix. Fait que là, ça serait une histoire extraordinaire. Là. Ça serait T'as 3 encore gagnants mieux que du les Tour. Movistar, encore mieux que les Movistar de l'année passée avec la Ligue de pouvoir. Là. Bonjour, ici David Desjardins et bienvenue à Radio Bidon, une émission présentée par Parley et Seven Mesh et c'est une production du studio La Flèche. Aujourd'hui, donc avec moi, Emmanuel Moisan et Charles Ostigui. Bonjour messieurs. Salut David. Salut David. Salut Charles. Bon, on est... Salut Manu. Bon, évidemment, tout le monde est chacun chez soi. On se regarde dans des vidéos, puis on lag un peu. On s'excuse d'avance. C'est pas toujours très, très spontané comme conversation, mais on fait notre gros possible pour que ce le soit, évidemment. Mais bon, comme c'est un peu le cas de tout le monde, et puis un peu partout, même les talk shows du soir sont rendus qui font des entrevues à distancié. Messieurs, 3 sujets aujourd'hui à la liste des sujets à discuter. Le premier, on commence avec toi, Emmanuel. On fait le point un peu sur l'ouverture des sentiers de vélo de montagne au Québec. On en avait déjà parlé. On avait reçu des invités à ce sujet-là. On ne savait pas trop. On nageait dans l'incertitude. Là, on sait pas mal plus où est-ce qu'on s'en va. On fait le point du Québec au grand complet. Je te laisse aller là, par où on commence. Quel coin exact. du Québec? J'ai fait une bonne tournée là, de email puis de Facebook, de site Internet là, pour voir qui fait quoi parce que ça a bougé pas mal depuis qu'on avait fait le topo là, en avril. Ouais. Tout le monde, en fait, personne à peu près savait là, sur quel pied danser à ce niveau-là. Ça a changé énormément. Alors, allons-y là, rondement avec les différentes destinations. Mont-Sainte-Anne en premier, là, qui vient d'annoncer son ouverture pour les sentiers de cross-country pour le 5 juin. Mercredi, on a annoncé ça. Ouais. Oui, le volet, je pense que tu as même déjà acheté ton billet, David. C'est fait. Puis moi, je vais faire ça cet après-midi. Le volet descente et enduro va débuter le 26 juin avec une petite particularité cette année, c'est que ça va se faire sur le remont de pente Panorama Express au lieu de la télécabine qui est en réparation, évaluation et autres inspections ministérielles, etc. Là, C'est avec lequel, les le incidents qu'on Panorama connaît, là. Express? C'est le nouveau, entre guillemets, là, c'est celui qui est à gauche. Puis le facteur un peu bizarre dans tout ça, c'est qu'il n'arrive pas jusqu'à la base. Ah ouais, c'est ça. C'est celui qui dessert là, la crête puis tout le côté. Qui a remplacé ouest de la vieille montagne. chaise à 3, là, c'est ça? Exact. OK. Donc là. Est-ce que ça veut dire que le monde d'enduro et de downhill vont être obligés de pédaler pour se rendre jusqu'au ils vont être obligés de remontant? pédaler pour remonter ou bien ils vont être obligés d'interrompre leur descente puis de prendre les petits raccourcis là, qui coupent puis développer des petits sentiers alternatifs là, pour couper vers le remont de pente là, puis couper la fin de leur parcours. Bon, là. ça doit faire des j'ai hâte de voir mécontents. comment ça va se faire. Là. OK. Fait que pour Sainte-Anne, on sait que ça ouvre donc. Exact. Ils sont en train de travailler là, à préparer les sentiers, la signalisation, puis ils vont annoncer là, toutes les mesures sanitaires. Évidemment, comme à peu près toutes les destinations, là, il y a un paquet de mesures sanitaires en place puis de précautions à prendre. On invite les gens à aller consulter les pages Facebook puis les sites Internet des différentes destinations pour voir comment ça se passe un peu partout. Mais en général, faut acheter son billet en ligne. Il n'y a à peu près pas de service conseil sur place. Ça va être des toilettes bleues à l'extérieur, service limité là, pour la location puis des affaires comme ça dans un paquet d'endroits. C'est à peu près là, la règle générale, à peu près partout. Là, ouais.
Exactement. VBN, de leur côté, le Vallée-Bras-du-Nord, les 2 pôles de sentiers vont ouvrir au grand public le 2 juin avec environ 80% du réseau là, qui va être ouvert. Donc, autant là, du côté de Saint-Raymond que de Channahon, plus la rando aussi. Obligation d'acheter en ligne, pas de service conseil sur place, on vient de le dire, les toilettes chimiques à l'extérieur. Et puis, ils demandent vraiment aux gens là, de respecter les consignes et d'acheter leur droit d'accès, là, même si ça sera pas évident que ça soit contrôlé puis qu'il va y avoir peut-être moyen là, pour ceux qui ont le goût d'aller rouler sans payer, de le faire sans se faire contrôler. Mais on demande, puis ça, c'est vrai pour Bras-du-Nord puis c'est vrai partout ailleurs, là, achetez vos droits d'accès. Ouais. Ça encourage le développement de notre sport puis des réseaux de sentiers. Payez pour ce que vous aimez. Exactement. Du côté de 47, David puis Charles, là, c'est déjà ouvert aux membres présentement. Je pense que l'ensemble de leur réseau est accessible. Ils font une ouverture au grand public à partir du 2 juin. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle aussi pour ceux qui veulent aller découvrir ce petit bijou-là là, qu'on connaît peut-être surtout pour le fat bike hivernal, mais qui vaut vraiment la peine d'être découvert là, en saison bonne destination aussi. Familiale là, pour avec plusieurs niveaux. Là, il développe, je sais que le groupe de Charles Sexton à qui on a parlé l'automne dernier, là, qui était dans les sentiers pendant qu'on lui parlait, je sais qu'il est là présentement en train de développer d'autres trails. Okay. Alors ça bouge beaucoup de ce côté-là. Excusez-moi. Côté de sentier du Moulin, il y a une préouverture pour les membres depuis le 29. En fait, le 29, c'est-tu aujourd'hui? Donc, je pense, une préouverture oui, pour les membres. Ça ouvre ce matin. Exactement. Ouverture pour le grand public à partir du 2 juin. Vente en ligne obligatoire de ce côté-là aussi. Chalet, accès limité là, pour l'atelier, puis la buvette en mode take-out seulement. Puis des toilettes à l'extérieur aussi. Du côté de Mont-Saint-Sauveur, le bike park, pas beaucoup d'informations. Ça dit qu'il va y avoir une saison 2020, mais il n'y a pas d'infos supplémentaires. Alors, ne vous y rendez pas là, sans avoir la confirmation. J'ai pas réussi à me faire confirmer par personne là, de date ou quoi que ce soit. Du côté de Bromont, c'est ouvert les vendredis, samedis, dimanches pour les membres seulement depuis le 22 mai. Ils disent qu'il va y avoir une ouverture pour le grand public là, incessamment, mais j'ai pas vu d'informations, puis j'ai pas été capable de me faire confirmer d'informations à ce niveau-là non plus pour à savoir quand est-ce que ça va être ouvert là, pour le commun des mortels. Mm-hmm. Du côté d'Oka, ouverture le 23 mai, achat des droits d'accès en ligne aussi. Ouais, ça roule à Oka, là, j'ai vu pas mal de monde là, qui roule là-bas. Là, ouais. Sutton, ouverture le 30 mai. Donc ça, c'est demain, si on se fie à la date d'enregistrement de vendredi le 29 mai aujourd'hui. Achat en ligne, la même chose. Du côté de Coaticook, Parc de la Gorge, c'est ouvert depuis le 20 mai. Sur le site web, là, il y a une petite confusion. Là, ça dit que c'est pour les résidents de la région seulement. Alors, je sais pas trop, là, je vérifierai avant d'y aller, là, puis de me faire revirer là, s'il y a encore des consignes là, de ne pas voyager à travers les régions puis tout ça. En principe, c'est terminé tout ça, là, mais je me renseignerai avant de faire la route si vous partez d'un peu plus loin. Du côté de Vélo Saint-Félicien, il n'y a pas de date annoncée encore. C'est un territoire un petit peu plus nordique. Alors, on s'imagine là, qu'ils ont peut-être une semaine, 10 jours de retard là, sur la fonte puis le dégel. Alors, ils sont peut-être pas encore tout à fait prêts là, à faire des annonces à ce niveau-là. Par contre, ils disent aussi que l'achat des billets va se faire en ligne seulement. Alors, ça va être la norme là, pour un petit peu partout. J'ai fait une petite vérification du côté de Kingdom Trails, là, même si la frontière est fermée. Ils sont présentement ouverts aux résidents du Vermont seulement. Donc, bonne nouvelle aussi, il va y avoir une saison de ce côté-là quand la frontière va rouvrir puis qu'on va avoir le droit de se déplacer du côté des États-Unis. On pourra aller faire notre petit tour, notre petit pèlerinage annuel là, de ce côté-là. Ça fait un peu la tournée. Du côté de Tremblant, il n'y avait aucune information non plus. Là. C'était marqué saison 2020, info à venir. J'ai écrit, j'ai pas eu de réponse encore là, en date d'aujourd'hui. Alors, c'est un peu les informations, messieurs, là, pour les différentes destinations vélo de montagne de la province. Bon, l'information n'est pas toujours claire. Là. On peut, moi, j'ai un petit bémol à apporter, là, même assez important, là, des organisations parfois importantes. Souvent, les organisations les plus petites sont celles où c'est les plus modestes, disons ça comme ça, en termes de vastitude d'organisation, sont souvent celles où c'est le plus facile d'obtenir de l'information rapidement. Les gros domaines, justement, comme Tremblant, comme le Mont-Sainte-Anne, là,
c'est un peu une boîte à surprise. T'attends le statut Facebook ou la pub ou puis tout d'un coup, boum, voici, ça commence. Donc, ouais, c'est des grosses organisations aussi qui ont des considérations là, syndicales puis des affaires comme ça. Là, puis peut-être, je veux pas dire qu'ils ont des normes sanitaires plus serrées, mais peut-être au niveau là, de l'emploi puis le syndicat puis les négociations puis la partie patronale puis des territoires qui sont peut-être plus vastes aussi là. Par rapport à des plus petites places un peu plus nouvelles, là, qui sont plus, comme tu disais, modestes en termes de taille, là, qui n'ont peut-être pas toutes les considérations. Là, ouais, peut-être aussi en termes de nombre de niveaux hiérarchiques à passer avant d'arriver à une décision finale. Là, donc, il y a pas mal de monde à qui jaser avant de dire « OK, c'est beau, on ouvre telle date ». Ouais. Bon, ben, merci beaucoup, Emmanuel. Ça nous éclaire pas mal. Puis, ben, c'est déjà commencé à certains endroits. On vous souhaite une belle saison. Évidemment, suivez les consignes. Comme disait Emmanuel, payez vos droits d'accès. Les sentiers, vous les aimez, vous les trouvez beaux. Ça se fait pas comme par magie. L'argent. Ça tombe pas du ciel. Tombe pas du ciel, exact. C'est ça. Justement, on va en parler. L'argent qui tombe pas du ciel, il tombe pas du ciel non plus. Du côté de chez Strava, on vous revient avec des nouvelles du côté de cette application. J'aime ça, cette semaine, on fait une émission de nouvelles, de trucs qui se passent là, en ce moment. On n'est pas dans les grandes histoires de fond. Ça nous donne un peu l'impression qu'on va avoir une saison, à tout le moins. En tout cas, on en a une pour s'amuser. Il y en a en vélo de montagne. Peut-être qu'on aura une saison chez les pros, on ne le sait pas vraiment encore. Mais du côté des amateurs et des professionnels, parce qu'ils l'utilisent aussi, il y a eu une nouvelle concernant l'application Strava qui a été probablement une des nouvelles les plus importantes pour les amateurs au cours des derniers jours. C'est-à-dire que cette application-là, sur laquelle vous pouvez télécharger ou l'utiliser même pour enregistrer vos sorties à vélo, mais aussi dans d'autres formes de sport, comme la course à pied, par exemple. Donc, cette application-là va devenir payante, c'est-à-dire pour ses features, donc ses composants les plus recherchés. Charles, c'est quoi qui s'est passé avec Strava? C'est arrivé il y a quelques jours, puis c'est arrivé comme du jour au lendemain, ils ont annoncé, ils ont dit, OK, à partir dans quelques jours, ça devient payant. Oui, à partir de maintenant, ça devient payant. En fait, il y a une portion de l'application, tu l'as dit, Strava, qui sert à enregistrer ses activités sportives, qui devient payante. Les caractéristiques les plus intéressantes, ou à tout le moins celles qu'on aime regarder, vont avoir un signe de dollar au bout pour pouvoir les utiliser. Donc, on parle de ces fonctions-là, c'est celle des palmarès. Oui, le tableau des meneurs, version non payante, va donner la visibilité des 10 premiers, hommes et femmes. Mm-hmm. La version payante va donner, évidemment, quand tu es 826e sur 40 000 sur un segment, puis que tu veux absolument voir ta performance, ben il va falloir que tu utilises la version payante. Ouais. Ou quand tu veux te réconforter, tu peux y aller dans les groupes d'âge aussi. Ça, c'est dans la version payante aussi. Donc, ou par poids. Ouais, c'est ça, exactement. Exact. Donc, ça, c'est un changement important. La conception d'itinéraire qui était devenu un outil très important de Strava va n'être utilisable que dans la version payante. Mm-hmm. Ça, c'est quand même quelque chose d'important. D'autant plus que Garmin a annoncé, Strava a annoncé il y a quelques semaines que maintenant on peut télécharger directement ces segments, pas ces segments-là, mais ces parcours-là depuis Strava vers un ordinateur Garmin, ce qui n'était pas possible de faire auparavant. Donc, avec les Wahoo, ça se peut, là, mais avec les Garmin, c'était plus compliqué, il fallait faire comme des tours de passe-passe. Là. Il y avait 2-3 trucs de ninja à faire pour être capable de le faire. Donc, tout ça, les segments, il y a aussi un truc au niveau des développeurs, là, les applications tierces se sont finalement fait fermer la porte pour encore là les caractéristiques les plus intéressantes. Ce qui fait que ça a été un aussi gros coup de tonnerre, c'est que Strava, on aime casser du sucre sur le dos de Strava, mais c'est quand même, c'est une application qui a 55 millions d'utilisateurs, rien que ça. C'est la première, ou en tout cas une des premières applications qui a réussi à utiliser les tracés GPS téléchargeables dans une application où on pouvait vraiment faire le cumul de ce qu'on fait pendant une saison en vélo, en course à pied, en natation, en ski de fond, en ski alpin, en patin roulette, en n'importe quel.
Donc, il y a même une catégorie vélo électrique là, maintenant sur Strava. La beauté de Strava, c'est que c'était une plateforme efficace, simple. Peu importe le type d'outil que tu utilisais pour enregistrer tes sorties, ça fonctionnait. Mais ils offraient aussi la possibilité d'enregistrer tes sorties avec l'application elle-même. Donc là, tu pouvais, avec ton cellulaire, enregistrer ça. Puis tout le monde était donc fédéré sous la même bannière. Mais pour fédérer tout ce monde-là, il fallait que ça soit gratis. Oui. Et ce qu'on apprend, si on doit en croire ce que les propriétaires de Strava nous annoncent au moment de nous annoncer que ça va devenir payant, c'est que l'application n'est pas rentable, puis qu'éventuellement, on aime bien, on vit pas d'amour et d'eau fraîche, donc il faut rendre l'application payante pour pouvoir la rentabiliser, tout simplement. Il y a eu plusieurs essais au fil des ans pour la rentabiliser. Ils ont voulu devenir le Facebook du sport. Ils ont voulu devenir le média du sport aussi, en mettant de l'avant beaucoup d'histoires, un podcast, des choses comme ça. C'est des efforts qui se sont pas concrétisés par des dollars sonnants et trébuchants. Donc, c'est 180 personnes chez Strava là, qui font fonctionner cette application-là en Californie. Et comme tu dis, Charles, ils font pas d'argent. Donc là, ça va coûter un 5$ US maintenant pour y avoir accès, c'est ça? Oui, ça coûte environ 80$ pour l'année. Mm-hmm. Évidemment, il encourage à s'abonner pour le plus longtemps possible pour le plus petit montant par mois. Puis à partir de là, je veux dire, c'est un choix d'église. Est-ce que on va dans l'église qui dit qu'on paye pour ce qu'on reçoit ou ce qu'on choisit en fait, parce qu'il y a personne là qui se fait faire une clé de bras pour dire embarque ou n'embarque pas sur Strava. Exact. Ou au contraire, on se fâche du fait qu'une application qui a été pour la très vaste majorité de ses caractéristiques gratuites pendant très 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 longtemps. Faut se rappeler que Summit, là, la version payante qui existe depuis 2-3 ans, indiquait déjà vers où on s'en allait avec eux. Oui, ça, il y avait surtout des fonctions liées à l'entraînement là, dans Summit, là, donc qui calculait votre effort, les types d'efforts que vous aviez, votre fatigue, votre niveau de forme, etc. Comme ce qu'on retrouve un peu avec Training Peaks ou d'autres logiciels du genre, mais on va dire simplifié, mettons. Là, oui. C'est ça. Tout à fait. Puis, en fait, c'est un peu ça aussi, ce qui fait que ça fait réagir autant, c'est que Strava, c'est complet. C'est pas, c'est comme un hybride. C'est bon dans tout, excellent dans rien. Mais donc, il y a des alternatives. Tu parles de Training Peaks pour les données d'entraînement. Tu peux utiliser Garmin Connect pour enregistrer tes activités. Tu peux utiliser Ride with GPS. Pour tracer tes itinéraires. Mm-hmm. Mais la beauté de Strava, c'est que c'est une application. Puis, tu sais, quand on va jouer dehors, on aime ça. Dans la vie en général, on aime ça ne pas trop se la compliquer. C'est ce que Strava permet. Puis, en fait, permet toujours. Après ça, tu sais, il y a toujours la question, est-ce que on a absolument besoin de savoir où est-ce qu'on est passé le top 10? Je lance la question sans y répondre. Ben, en fait, si tu veux le savoir, paye pas puis ça finit là. Tu sais, je veux dire, c'est paye pas puis ça finit là. Si tu t'en fous puis tu penses que ça vaut pas la peine, paye pas pour. Mais moi, je suis un peu un partisan puis de plus en plus, on a vu, c'est le cas avec les médias, là, avec tout ce qui est gratuit. Tout est gratuit là, maintenant sur Internet. Là, c'est un peu l'ennui, le problème du numérique. Et que si vous payez pas, c'est vous le produit au final. Donc, on va utiliser vos données, on va les revendre, et c'est comme ça que la compagnie va faire de l'argent. Dans le cas de Strava, ils ont essayé d'ailleurs de faire ça. Ça n'a pas fonctionné. C'est un modèle d'affaires qui n'a pas fonctionné pour eux. Mais je pense qu'on devrait payer comme avec les médias, comme avec à peu près n'importe quoi, si vous aimez ça. D'ailleurs, vous pouvez aller sur la page de Radio Bidon sur SoundCloud pour faire une donation. Tout l'argent que vous donnerez sera utilisé pour la production de l'émission. Parenthèse, mais c'est ça. Donc, on devrait payer pour ce qu'on aime utiliser. J'ai utilisé l'outil de carte de fabrication de parcours de Strava pour la première fois récemment. Je m'en étais jamais servi et je m'étais beaucoup servi de celui de Garmin auparavant. Je l'ai trouvé extrêmement simple d'utilisation, super facile, efficace. J'ai beaucoup plus aimé mon expérience avec ça qu'avec celui de Garmin. Donc, tu sais,
moi, je suis game de payer pour ça. Charles et moi, en fait, semaine dernière, on a participé à un événement où on téléchargeait une carte. Tout était très, très simple. Tu sais, cette carte-là était là. Tous les types d'utilisateurs pouvaient la télécharger, l'envoyer dans leur Garmin ou leur Wahoo Element ou peu importe. Et c'était facile. Le parcours était là. On y avait accès. C'est devenu un peu le hub universel là, pour ce genre de choses-là aussi. Là. Donc, ça, c'est vraiment le fun. Là. Puis parlant de hub, on pourrait peut-être mentionner qu'on a un club Strava de Radio Bidon aussi. Ben oui. Si on peut inviter là, les auditeurs. Et je tendrais la main particulièrement aux auditrices parce que c'est une belle gang de gars pour l'instant, je dirais, ce club-là. Là, puis ça manque de filles un peu. Puis, il y a des solides rouleurs là-dedans. Là, puis, on voit le millage que tout le monde fait. Puis, c'est le fun aussi de voir que les gens avec qui on échange là, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook, ces affaires-là, c'est du monde qui roule pour vrai. Là, puis, d'où ils viennent. Puis tout ça, c'est un peu rigolo. Là, ouais, c'est trippant. Donc, puis je trouve ça le fun d'un point de vue réseau social aussi d'avoir un truc comme Strava puis de payer pour en disant... Hey, c'est un vrai champ d'intérêt commun. Là. C'est ma gang. Pour vrai, je suis dans un club. Sérieusement, ça coûte 5$ US être dans un club. Là. C'est pas cher. Là, dans une gang là, avec qui tu partages des données, une expérience. On vit beaucoup seul. On a des horaires un peu mêlés. En ce moment, on est plus seul que jamais, chacun de notre bar depuis des mois. Ce genre de plateforme-là nous permet d'avoir une expérience commune, de discuter, de partager. Puis dans les clubs, on peut partager des contenus, des choses comme ça. Donc, moi, je trouve que c'est une initiative intéressante du côté de Strava et une raison de plus encore de payer pour un abonnement. Sérieux, toute transparence, là, on n'est pas commandité par Strava. On est absolument... Mais je tiens à le souligner, là. C'est pas un client de notre agence non plus. Donc, on trouve juste ça important. De la même manière qu'on le disait tantôt pour les sentiers de vélo de montagne, de payer pour ce qu'on utilise et qu'on aime. Et j'ajouterais que je vais continuer à trouver les éléments détestables de Strava, comme le concours de celui qui pisse le plus loin. Je vais le souligner ad nauseam. Oh oui. Ça fait encore partie de la bête, mais bon. Mais on n'aime pas ça parce que ça vient chercher quelque chose chez nous qu'on a pareil aussi, tu sais, dans le sens où moi, j'utiliserai jamais les segments en temps réel. Pour celles et ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, vous pouvez activer, si vous avez un appareil relativement récent là, d'ordinateur de bord, vous pouvez activer les segments Strava en temps réel. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans un segment, il y a une alarme qui part, puis là, vous pouvez voir qui a le meilleur temps, puis votre meilleur temps, puis essayer de battre ce temps-là quand vous arrivez dans ce segment-là. Comme il y a des segments à peu près partout où on passe, là, ça devient un peu dément, puis il n'y a plus de sortie pour le fun. T'es toujours... Il faut sélectionner les segments puis les mettre dans ses favoris parce que sinon, ça serait, il y aurait une alarme aux 4 secondes. Oui, c'est vrai, t'as raison. Ça devient pas automatique. Ouais. Mais c'est ça devient fou un peu quand même. Là, donc, mais en même temps, on a ce côté-là, mais quand on les regarde pareil, moi, je m'amuse beaucoup de l'ambiguïté de l'âme humaine en général. Fait que, moi aussi, j'haïs ça, mais j'ai check. Ben oui. Puis pour ceux qui... Il y a des gens qui détestent profondément Strava, dont un groupe qui popule l'Internet qui s'appelle Strava Terroriste. Ah oui? Comme les conspirationnistes, cherchez-les, vous le trouverez. Ils sont assez comiques. Ils font des trucs... Ouais, c'est ça, exact. OK. Fait qu'est-ce qu'ils font exactement, les Strava terroristes? Ça va de faire des segments de vélo de montagne en motocross à... Ah ouais, OK. Ils sont détestables à fond. Ils se font flaguer tout le temps pour des affaires qui n'ont pas de bon sens. Bon, je les aime déjà. Ça remet en perspective on est tous le champion de notre rue. Ouais, oui. Ben, eux autres nous leur frottent d'en face un peu en disant faites-vous-en pas, il y a toujours quelqu'un de plus fort que vous autres ailleurs. Ah, la voix de notre conscience est un terroriste anti-Strava. Hey, merci Charles. Puis écoute, t'as-tu perdu des KOM récemment? Moi, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. J'en ai plus, je pense. Le peu que j'ai, je les perds, ça envole par les fenêtres. Ouais, on va pas se vanter en ondes là, de nos performances. OK, merci, merci messieurs. On revient avec la dernière nouvelle du jour. Ça concerne Chris Froome, Team Ineos
et le possible Tour de France. Bon, on termine cette émission de Radio Bidon avec une bonne discussion de taverne à propos du possible transfert de Chris Froome. Si vous vivez en dessous d'une roche, c'est-à-dire que vous ne consommez pas de médias cyclistes depuis les derniers jours, vous ignorez que Chris Froome va peut-être changer d'équipe ou pas. Ou en tout cas, qu'il y a une rumeur, donc, que Chris Froome changerait d'équipe pour s'en aller. On ne sait pas où, mais ça vient tout ça d'une déclaration de Egan Bernal qui a dit que, en gros, il allait courir pour défendre son titre, donc sa couronne qui est acquise l'année dernière au Tour, et non pas pour en procurer une seconde à Geraint Thomas ou une 5e à Chris Froome. Ce qui permettrait à Chris Froome de rejoindre le cercle des grands, c'est-à-dire Indurain, Hinault, Anquetil et Merckx qui ont 5 titres, vu que Armstrong a été dépouillé, lui, de ses 7 titres et il n'est donc plus le plus grand gagnant de Tour de France de l'histoire. Donc, on fait le tour. Ineos a refusé de commenter la nouvelle. Il y a une rumeur donc du transfert de Chris Froome à Israël, Startup Nation. Donc, cette rumeur-là a été démentie par la suite. C'est un faux tweet, là, c'est un fake news. Mais l'équipe est soutenue par le milliardaire Sylvan Adams, qui est bien connu au Québec, et pourrait avoir quand même Froome dans la mire. Donc, parce que il y a aussi des rumeurs qui disent que Team Ineos, avec la chute du pétrodollar, là, donc Ineos est une compagnie là, qui va chercher son fric pas mal dans les produits pétroliers, donc perdrait des plumes, peut-être du budget qui part pour Team Ineos, etc. Jeudi, Froome a démenti. Qu'est-ce qui va se passer, messieurs, d'après vous? Est-ce que Chris Froome quitte Team Ineos avant le Tour de France, ou s'ils vont partir à 3 et ça va être une espèce de guerre de leadership au sein de Team Ineos? Bien vaste question. Mais oui, c'est théorie fumeuse, on est là-dedans. Ouais. Ben, la réponse courte à ta question, c'est je le sais pas. La réponse le fun, c'est quoi? Ouais. La réponse le fun, c'est j'espère que oui. Qui va s'en aller? J'espère le voir dans une autre équipe. Moi, je vois pas Israel Cycling Academy, même si, pas Cycling Academy, mais Startup Nation. Ouais. Même si la vitesse à laquelle ils ont démenti la nouvelle me fait dire, peut-être. Moi, je le vois chez UAE avec des anciens. Ouais, une équipe avec du fric, une équipe qui a certains joueurs qui ont été chez Sky à l'époque, donc des lieutenants de Wiggins puis de Froome éventuellement, qui a un certain Pogacar qui pousse. Ouais. Ils sont guérés pour les grands tours. Contrairement à l'autre nouvelle qu'on entendait où Superman Lopez irait peut-être chez Bora, là, la game est un peu différente. Mais tu sais, dans le cas de UAE, Froome, ça marche. Puis j'aimerais ça. J'aimerais le voir avec des jeunes aussi, avec McNulty qui vient d'arriver dans cette équipe-là. Ouais. Pour le reste, jeune américain là, extrêmement talentueux. Là, c'est vraiment très, très fort. Ouais. Puis tu sais, il y a des... Excuse-moi, Charles. Vas-y. J'allais dire au niveau contractuel, là, est-ce que c'est la situation actuelle là, de la pandémie qui permettrait un transfert en mi-saison comme ça, ou c'est le genre de choses? Il me semble qu'on ne voit jamais ça. C'est très, très rare. De ce que je comprends, ça prend vraiment l'accord des deux parties pour que ça arrive. Donc, normalement, le contrat de Chris Froome se termine à la fin 2020 chez Ineos. Pour que ça arrive, c'est déjà arrivé dans le passé, mais c'est effectivement très rare. Il faut que les deux parties s'entendent. Donc, il faudrait que Chris Froome et Team Ineos disent d'un commun accord, OK, là, on se divorce ici en milieu de saison. En milieu de saison, en tout cas dans cette saison assez étrange. Mais c'est déjà arrivé, mais c'est effectivement très rare. Il faut que les deux parties s'entendent et disent, OK, on casse le contrat. Donc, il faudrait que ça soit dans ces conditions-là. Mais Team Ineos, mettons, là, on jase, là. Team Ineos, puis il y a des affaires qu'on ne sait pas, là, mais... Dave Brailsford se fait dire écoute, tu perds ton budget de 45 millions US, c'est qui est pas tout à fait 63 millions de dollars canadiens en ce moment. Tu es l'équipe avec le plus d'argent du World Tour, sauf que on va te couper un 15 millions parce que là, on n'a plus les revenus qu'on avait avec notre entreprise, ce qui est le cas.
Ineos a même demandé un prêt au gouvernement britannique, si je ne me trompe pas, pour justement éponger une partie des pertes essuyées avec la chute du dollar, la chute du pétrodollar, donc de la valeur du pétrole. Est-ce qu'il n'y a pas d'annonce de perte de budget, mais ça se peut qu'en coulisses, ça se passe, qu'il y ait des chicanes internes, qu'on mise sur la jeunesse en disant notre nouveau leader, c'est Egan Bernal. Donc, il y a plein, puis peut-être qu'il y a des chicanes internes qu'on ne connaît pas aussi. Moi, je trouve drôle l'idée que les budgets puis les grandes équipes du cyclisme s'en aillent au Proche puis au Moyen-Orient. Là, donc, et le fait que dans ces conditions-là, quelqu'un comme Sylvain Adams a de l'argent, a des poches presque sans fond pour financer une équipe. Puis Charles, tu parlais qu'il aille chez UAE, mais pourquoi pas justement Israel Startup Nation qui cette année, c'est-à-dire n'a pas nécessairement l'équipe pour faire gagner Froome, mais pourrait s'en monter une, pourrait se pacter une équipe là, avec les budgets dont elle dispose. Ça aussi, c'est pas impossible non plus comme scénario. Non, puis tu sais, à ça, il faut ajouter qu'il y a d'autres équipes qui sont en train de chercher des commanditaires pour la suite, des commanditaires qui disent, tu sais, les Anglais, les équipes anglaises nous ont habitués à laver leur linge sale entre eux. Puis pas trop se vanter sur la place publique de leurs bons et de leurs mauvais coups. Ça s'appelle faire des relations publiques, ouais. Ouais, c'est ça. Les équipes, tu sais, je pense à CCC, entre autres, qui a dit ouais, ça commence à être un peu plus serré nos affaires, ça ferait quasiment bien si on était capable de couper dans le budget, puis on sait que ça va arriver ailleurs. Est-ce que Froome est plus wise que ça? Il se dit je vais la jouer bon gars, puis je vais aller battre Bernal en montagne chez Ineos. Who knows? Mais comme tu dis, tu sais, on est à la taverne, on se débouche une autre bière, puis on a raison. S'ils restent chez Ineos, est-ce qu'ils vont aligner les 3 champions du Tour de France sur leur équipe, ou c'est ce qui est au programme. Se permettre de ne pas aligner Froome? Non, je pense pas. T'as pas le choix, je pense. Non, ils n'ont pas le choix. Pas le choix. Fait que là, ça serait une histoire extraordinaire. Là. Ça serait encore mieux que les Movistar, encore mieux que les Movistar de l'année passée avec la lutte de pouvoir. Là. Ouais, je pense pas qu'ils sont assez masochistes pour se faire un psychodrame public comme l'a fait Movistar avec son film. Là. Non, ça va se régler à la pédale en montagne, mais ça risque d'être fascinant à regarder. Là. Ouais, des histoires à la Armstrong-Contador, là, tu sais, donc avec des rivalités internes là, qui finissent par... sur le coup, on sait pas exactement ce qui se passe, mais 10 finalement... 10 ans plus tard, on l'apprend. Hein? Ouais, on apprend les détails de ces trucs-là par la suite. Là. Sauf que, tu sais, les rivalités comme Armstrong-Contador, on le savait qu'ils s'haïssaient pour se frapper d'en face, là. Ouais. Alors que moi, peut-être que je vis dans une bulle là, mais j'ai l'impression que ça manage encore chez Ineos. Tu sais, ils ont réussi l'année passée. Thomas avait gagné l'année précédente, puis tu sais, il a concédé, il a fait ça comme un gentleman. C'est-tu des relations publiques où effectivement ces gars-là sont capables de s'endurer entre gros guillemets? Là. Ben, j'ai envie de dire à 2, passe encore. À 3. Ouais, à 3. 3 is a crowd, comme ils disent. Le troisième élément dans ça, c'est pas le moindre. Là. C'est le gars qui veut rentrer dans l'histoire. Là. Exact, c'est le détenteur de 4 titres. Là. Puis les 3 gars ont une raison légitime de vouloir l'aider cette équipe-là. Là. Fait que ça risque d'être à 3, tu n'additionnes pas les problèmes, tu les multiplies. Oui, c'est en plein ça, exactement. Surtout quand tu parles d'ego, puis de carrière, puis du fric à la clé. Là, je veux dire, remporter le Tour, là, c'est comme dans un sport où il n'y a pas beaucoup d'argent. La plus grande course qui prend, si vous avez pas écouté notre entretien avec Serge Arsenault la semaine dernière, je vous invite à le faire. C'est long, mais ça vaut la peine si vous vous intéressez aux complexités là, du monde de la compétition cycliste professionnelle. C'est dans un monde où le Tour de France prend une telle ampleur sur le point de vue médiatique, sur le plan médiatique, économique, tout ça. Gagner un Tour, tu sais, qui va dire je l'ai déjà gagné, j'ai la chance de gagner encore, puis ben, je vais me mettre au service de mon équipier finalement, ça me tente pas tant. Tu sais. Voyons. Donc, pas évident. Puis, tu sais, comparativement, mettons, à d'autres équipes il y avait Jumbo Visma qui avait annoncé
allaient pacter leur équipe pour le Tour au printemps dernier, là, donc même à l'hiver dernier. Je pense qu'ils ont annoncé ça quasiment à Noël, là, où ils annonçaient là, présenter leur trident. Là, donc, c'était quoi donc? C'était Dumoulin, Roglic, puis Kruijswijk, c'était ça? Kruijswijk, oui. Donc, il avait annoncé ça là, comme il avait callé à shot des mois et des mois à l'avance. Et là, là-dedans, là, il n'y a aucun gagnant du Tour de France. Là, donc, c'est pas là, comme aligner 3 gagnants du Tour là, en même temps. Là. On est dans une autre game. Donc, complètement ailleurs. Ouais. Donc, on le sait pas. Mais on sait même pas s'il va y avoir un Tour. Ouais. Probablement, là, ça commence à ressembler à ça. Mais en tout cas, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Mais c'est toujours agréable. Même si j'ai un peu l'impression d'être Jean-Charles Lajoie qui parle du Canadien en ce moment. Tant que tu fais pas un Georges Larac et que tu nous parles de vaccins, là, on est correct. Ouais, oh mon Dieu, les vaccins, Georges. Fait que, ouais, c'est ça. Know your facts, encore une fois. Fait que les conspirationnistes sont parmi nous. Merci, messieurs, d'avoir participé à cette émission de Radio Bidon. Aux auditrices, aux auditeurs, merci encore une fois d'être là et à la semaine prochaine, je l'espère, ou sinon, à très bientôt. Radio Bidon est une émission présentée par Parley et Seven Mesh. C'est une production du studio La Flèche. Merci d'être à l'écoute. Vous pouvez contribuer à l'émission en allant sur notre page SoundCloud et appuyer sur le petit bouton bleu qui est à droite de l'écran. Donnez le montant qui vous plaît si vous aimez cette émission. Merci. Vous pouvez vous abonner sur toutes les autres plateformes, par contre, qui diffusent des balados, que ce soit sur iTunes et l'application podcast, ou alors même sur YouTube désormais où on est, ainsi que Spotify, Stitcher et toutes les autres. Gabriel Bourdage est à la technique. Merci à Emmanuel Moisan et Charles Ostigui d'avoir participé à cette émission. Je m'appelle David Desjardins. Mesdames et messieurs, merci et à la prochaine.